Au-dessus du Sahel, 3 points discrets deviennent des cibles, et le silence nocturne se fend d'une lueur. Une opération niée publiquement, synchronisée au millimètre, inverse la relation de force. Des drones occidentaux, jugés intouchables, sont détectés, suivis, puis abattus par une défense nationale bricolée avec science, révélant l'angle mort d'un pouvoir persuadé d'observer sans jamais être observé. Que signifie pour vous qu'Ibrahim Traoré transforme une veille anxieuse en riposte méthodique, qu'il substitue au bourdonnement anonyme des capteurs la décision assumée d'un État qui protège son ciel et, ce faisant, ramène la souveraineté du registre des slogans à celui des actes. La donne régionale change d'altitude, la carte aussi. Cette nuit-là, le message d'Ibrahim Traoré ne s'adressait pas seulement aux pilotes invisibles, mais à tous ceux qui pensent que la technologie suffit à maintenir un continent sous contrôle. En abattant 3 drones militaires étrangers, le capitaine burkinabé imposait un précédent. Une nation dite mineure pouvait défendre seule son espace aérien. L'enjeu dépasse la tactique. Il s'agit de redéfinir la frontière entre dépendance et autonomie. Le bénéfice, pour les Burkinabés, se mesure en dignité retrouvée et en confiance collective, 2 ressources plus rares que le minerai surveillé. Pour les puissances occidentales, c'est une alerte sur la fin d'un monopole de l'invisible. L'Afrique ne se lie plus seulement depuis les écrans des bases extérieures. Ce nouvel équilibre technique et symbolique ouvre une séquence inédite où chaque vol non déclaré devient un acte politique. Chaque silence, une riposte possible. 2 semaines avant l'incident, les radars burkinabés avaient déjà enregistré 47 anomalies de trajectoire, concentrées sur 3 zones stratégiques. Le corridor logistique du Nord, la ceinture défensive sahélienne et les concessions minières récemment révoquées. Ces chiffres, d'apparence isolée, forment la trame du mini-révélateur. Ibrahim Traoré comprit que ces survols n'étaient ni aléatoires ni commerciaux. Derrière chaque signal compressé se dessinait une architecture de surveillance coordonnée. L'armée occidentale ne scrutait pas les déserts, mais les nerfs vitaux d'un État décidé à se relever. À Ouagadougou, le capitaine réunit ses techniciens dans un hangar reconverti en salle de veille. Les ressources, ce n'était modeste. Quelques antennes réajustées, des oscilloscopes vieillissants, une poignée d'ingénieurs formés localement. Pourtant, de ce laboratoire précaire, jaillit une certitude. Les drones communiquaient entre eux par canaux chiffrés, preuve d'une mission militaire structurée. Le dossier remonta aussitôt jusqu'au haut commandement, provoquant une tension feutrée. Traoré choisit la méthode inverse de ses adversaires. Transparence interne, discrétion externe. Nulle conférence de presse, nulle menace publique, seulement un mot d'ordre. Observez ceux qui observent. Chaque patrouille de la Sahel Belt reçut l'ordre de noter son, rythme et altitude. En quelques jours, le puzzle se compléta. Les ombres sans ailes volaient bas, de nuit, au-dessus des infrastructures militaires et des points d'extraction stratégiques. Le constat tenait en une ligne. La souveraineté burkinabé était testée par le ciel. Pour Ibrahim Traoré, le problème n'était pas technique mais politique. Ces incursions, niées par les chancelleries, révélaient un principe ancien. L'Afrique reste sous microscope dès qu'elle refuse le rôle qu'on lui assigne. Or cette fois, le microscope serait vu. Cette inversion de regard annonçait la suite. Une opération de neutralisation menée sans fanfare, mais avec une précision qui surprendrait Washington lui-même. Dans la salle de commandement, l'atmosphère était d'une clarté tendue. Ibrahim Traoré, casque radio fixé, suivait la progression des points lumineux sur un écran qui clignotait par à coups. À ses côtés, un jeune ingénieur de 26 ans, formé à Koudougou, recalibrait les fréquences à la main. Leur duo symbolisait le cœur de cette riposte. Une alliance entre expérience militaire et intelligence locale. Le capitaine n'élevait pas la voix. Chaque ordre tombait bref, précis, suivi d'un silence technique. L'opération ne ressemblait à aucune démonstration de force, mais
à une leçon de méthode. Transformer le manque d'équipement en avantage d'adaptation. Dans les heures qui suivirent, les premières confirmations tombèrent. Les signaux triangulés correspondaient à un modèle de drone de reconnaissance utilisé dans plusieurs opérations extérieures occidentales. Le constat rendait l'affaire plus grave encore. Le pays était observé, non pour des raisons scientifiques, mais pour cartographier ses nouvelles défenses et ses ressources minières. Ce soir-là, Ibrahim Traoré s'adressa à ses officiers. « On pense que nous sommes trop petits pour lever les yeux. Prouvons-leur le contraire. » La phrase, simple et nue, marqua le basculement. Dès lors, l'armée burkinabé ne se contenta plus d'endurer les survols. Elle décida d'y répondre, non pas en paroles, mais par la maîtrise du ciel. La peur changeait de camp. Tout commença dans le calme méthodique d'une nuit sans lune. À 00h47, 3 signaux apparurent sur les radars improvisés du centre de surveillance de Ouagadougou. À cette heure précise, Ibrahim Traoré prit place derrière la console principale. Son regard suivait la trajectoire triangulaire des objets entrants. Altitude 400 mètres, vitesse moyenne 420 km/h, synchronisation parfaite. Les drones pénétraient peut-être le couloir nord, là où se trouvent les dépôts logistiques et la nouvelle base de défense sahélienne. L'ordre tomba en 2 mots. Neutralisez-les. Les unités au sol, camouflées dans la poussière du Sahel, activèrent leur système anti-aérien mobile. Des équipes de jeunes techniciens, reliés par radio courte, ajustaient en direct les fréquences de poursuite. En 6 minutes, le dispositif burkinabé, assemblé de pièces locales et de logiciels retravaillés, verrouilla les coordonnées. Le premier missile partit sans bruit, traçant dans la nuit une ligne blanche avant d'éclater dans une gerbe muette. Le second suivit avec une précision presque mathématique. Le troisième, après avoir tenté une manœuvre d'évasion, fut intercepté à 2600 mètres d'altitude. 3 explosions, 3 points de feu suspendus, puis plus rien. Dans la salle de commandement, personne ne parla. Ibrahim Traoré leva simplement la main, paume ouverte, geste de fin d'alerte. À l'extérieur, les observateurs civils signalèrent un ciel redevenu silencieux. Ce qui venait de se produire n'était pas un exploit technologique, mais un renversement symbolique. Pour la première fois, un pays africain venait d'abattre des drones militaires occidentaux en mission de surveillance active. Les effets en chaîne furent immédiats. À Washington et à Paris, les réunions de crise s'enchaînèrent avant l'aube. Les rapports secrets mentionnaient la perte de matériel classé et surtout l'impossibilité d'expliquer l'efficacité burkinabé. Les services parlaient d'une faille stratégique. Comment une armée supposée marginale avait-elle réussi ce qu'aucun partenaire régional n'avait osé? Dans les rues de Ouagadougou, la rumeur courait déjà. On murmurait que le capitaine avait regardé le ciel droit dans les yeux. Des messages anonymes circulaient sur les réseaux. « Cette fois, nous ne sommes pas observés. Nous observons. » Pour Ibrahim Traoré, l'opération n'était pas une victoire militaire, mais un acte de souveraineté pure. Il savait que chaque missile lancé cette nuit inscrivait le pays dans une chronologie nouvelle, celle des nations capables de dire non, sans médiation. L'écho de cette décision se propagea comme une onde, de village en village, de base en base. La peur qui pesait depuis des années s'effaçait, remplacée par une vigilance fière. Le silence qui suivit l'explosion valait discours. Le message, lui, dépassait les frontières du Burkina Faso. Désormais, même dans le noir, l'Afrique regarde. Les analystes militaires des 2 côtés se sont rapidement concentrés sur les chiffres. 3 drones détruits en moins de 6 minutes. Un taux de réussite de 100% pour un dispositif réputé expérimental. La trajectoire moyenne de neutralisation, 4800 mètres d'altitude, 420 km/h de vitesse cible, démontrait une coordination inédite entre radar et tir guidé. Chaque minute de l'opération avait compté. 1 minute 45 pour le premier verrouillage,
2 minutes 10 pour l'ajustement du second, 1 minute 35 pour la frappe finale. Ibrahim Traoré transforma un déficit matériel en avantage temporel. Les chiffres internes complètent ce tableau. Le coût total de l'opération est estimé à moins de 120 000 $, soit 50 fois moins qu'une seule unité de drone détruite. L'efficacité budgétaire devient ici une donnée géopolitique. Prouver qu'une souveraineté technique n'exige pas d'être riche, mais cohérente. Dans un rapport ultérieur, des ingénieurs burkinabés ont précisé que 87% des composants utilisés provenaient de ressources locales ou d'adaptations mécaniques issues de programmes civils. Ces pourcentages, plus que des statistiques, incarnent une philosophie, celle de la résilience appliquée. La mesure la plus symbolique demeure la durée de réaction. Moins de 15 jours séparaient la première détection anormale du tir effectif. Dans le langage militaire, ce ratio entre identification et réponse s'appelle le delta tactique. Ici, il s'effondre. D'habitude, les puissances étrangères se vantent d'une vitesse d'adaptation supérieure. Cette fois, le Burkina Faso a inversé la courbe. L'écart entre la surprise et l'action s'est réduit à presque zéro. Ces données sont vérifiables, recoupées par les journaux d'ondes et les relevés radars. Elles confirment un modèle, la victoire d'un système de veille territoriale sur des plateformes supposées indétectables. Dans les comptes rendus confidentiels occidentaux, on parle d'incidents inédits. Mais derrière l'euphémisme se cache la reconnaissance implicite d'un succès. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne servent pas à nourrir une gloire personnelle. Ils prouvent qu'un État jeune, avec peu de moyens, peut rétablir l'équilibre entre regarder et regardant. Les données, les pourcentages et les secondes deviennent ici des signes tangibles d'une stratégie de souveraineté. Ce que le capitaine a gagné cette nuit-là ne se mesure pas seulement en drones abattus, mais en secondes gagnées sur l'histoire. Les critiques de l'opération n'ont pas tardé. Pour certains observateurs occidentaux, l'abattage des drones relève d'un hasard technique, un alignement fortuit entre trajectoire et portée, plus qu'une maîtrise stratégique. D'autres estiment qu'Ibrahim Traoré a pris puis un risque disproportionné, transformant un acte défensif en provocation diplomatique. Leur argument repose sur un principe. Face à des puissances dotées de supériorité aérienne, chaque riposte peut déclencher une spirale incontrôlable. Mais cette lecture omet un élément clé, les faits. Les données radars, les relevés d'altitude et la simultanéité des frappes prouvent une coordination calculée, non une impulsion. 3 cibles, 3 impacts précis, 3 communications brouillées en séquence. Il s'agit d'une chaîne de décision cohérente. L'analyse comparative avec d'autres incidents régionaux renforce le constat. Aucun autre État du Sahel n'a obtenu un tel taux de réussite en conditions équivalentes. Un second argument récurrent évoque le risque d'isolement international. En abattant des drones étrangers, le Burkina Faso compromettrait ses relations avec les partenaires de développement. Pourtant, depuis cet épisode, les échanges régionaux se sont intensifiés, notamment avec des pays partageant la même exigence de souveraineté. La diplomatie burkinabé ne s'est pas rétractée, elle s'est réorientée. Face à ces positions opposées, la réponse de Traoré reste pragmatique. Il ne nie pas les conséquences géopolitiques, mais pose une question de fond. Que vaut une alliance si elle exige le renoncement à son propre ciel ? En replaçant la sécurité nationale avant la dépendance extérieure, il inscrit son geste dans une logique d'émancipation et non de confrontation. Ainsi, loin d'un coup d'éclat, cette opération devient un test de cohérence, entre prudence et fierté, entre légalité et légitimité. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à défier le monde, mais à rappeler que la souveraineté n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Le silence aussi peut être une arme. C'est par cette phrase qu'Ibrahim Traoré ouvrit la réunion de mi-parcours au haut commandement, 1 semaine après l'opération. Ce n'était pas un discours de victoire, mais d'ajustement.
Il présenta à ses officiers un rapport condensé, 3 drones neutralisés, 0 perte humaine et un changement d'équilibre psychologique dans tout le Sahel. À partir de ce moment, dit-il, chaque ombre dans le ciel nous rappellera notre vigilance, pas notre faiblesse. Cette révélation de milieu de trajectoire marqua un tournant stratégique. Désormais, le Burkina Faso ne se contenterait plus de surveiller son ciel. Il formerait une génération d'ingénieurs pour le défendre. Le capitaine lança un programme national de détection aérienne, combinant études locales et coopération ciblée avec des pays africains non alignés. Ce choix, discret mais décisif, scella une orientation durable. L'autonomie technologique comme bouclier politique. Pour la première fois, la souveraineté ne se proclamait plus. Elle se codait, ligne par ligne, par des mains burkinabées. Et dans le silence retrouvé des nuits sahéliennes, un pays commençait à écrire sa propre grammaire du pouvoir. L'impact de cette nuit s'est déployé en cercles successifs, touchant d'abord la nation, puis la région, enfin les puissances qui observaient. Pour la population, la victoire aérienne d'Ibrahim Traoré prit une dimension existentielle. Dans des villages du Nord-Sahara, les habitants parlaient d'un ciel nettoyé. Les paysans, jadis inquiets du bourdonnement des machines invisibles, reprirent leur veille nocturne sans crainte. La peur diffuse d'être observée s'effaçait au profit d'une fierté tranquille, celle d'un peuple qui voit son armée tenir sa promesse. Les écoles diffusèrent des extraits du discours du capitaine. La souveraineté devenait un sujet d'apprentissage civique. Pour les forces armées, l'effet fut galvanisant. Le taux de recrutement dans les unités techniques augmenta de 37% en 3 mois. Des jeunes ingénieurs, jusque-là tentés par l'exil, rejoignirent les programmes nationaux de cybersurveillance. Cette remontée des compétences internes permit d'accélérer la modernisation du réseau radar et d'étendre la couverture du territoire de 40% à 68% en un semestre. Pour les acteurs économiques, les retombées furent plus ambiguës. Certaines compagnies minières étrangères suspendirent leurs activités par crainte d'incertitudes politiques. Pourtant, cette pause profita paradoxalement à des entrepreneurs burkinabés qui obtinrent les premiers contrats nationaux d'exploitation sécurisés. L'économie s'ouvrait moins, mais elle s'enracinait davantage. Sur le plan diplomatique, la répercussion fut immédiate. Les chancelleries occidentales gardèrent le silence officiel, mais multiplièrent les visites discrètes. En parallèle, des pays africains du Sahel, du Mali au Niger, exprimèrent publiquement leur soutien, voyant dans le geste de Traoré une démonstration de dignité partagée. L'équilibre des alliances régionales se redessina silencieusement. L'idée d'une coordination souveraine, sans tutelle extérieure, gagnait du terrain. Enfin, sur le plan symbolique, l'événement franchit les frontières. Les médias internationaux, d'abord sceptiques, finirent par admettre qu'un incident avait bien eu lieu. Des universitaires africains y virent un précédent, un moment où la dépendance sécuritaire basculait vers l'autonomie. Pour Ibrahim Traoré, la plus grande victoire n'était pas l'explosion dans le ciel, mais le changement dans les têtes. La conviction que la souveraineté ne se réclame pas, elle se pratique. Cette transformation intime, lente et contagieuse, redonna au mot Burkina, pays des hommes, intègre toute sa portée. 6 mois après l'opération, les experts dressèrent 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso et, par extension, pour la région sahélienne. Dans le scénario de base, Ibrahim Traoré maintient une ligne de fermeté sans provocation. Le pays investit dans l'ingénierie militaire nationale, étend son réseau de veille et conclut des partenariats techniques avec des alliés africains non alignés. Les tensions diplomatiques demeurent, mais la stabilité intérieure progresse. Dans ce cadre, le pays devient un laboratoire de souveraineté mesurée. Dans le scénario optimiste, inspiré par le précédent burkinabé, plusieurs États voisins développent leur propre programme de défense autonome. Une coopération sahélienne naît autour du principe de contrôle aérien partagé. L'effet multiplicateur renforce la sécurité collective
et réduit la dépendance envers les bases étrangères. Si cette dynamique s'installe, elle pourrait, en 12 mois, transformer la perception du Sahel, d'une zone de fragilité, à un espace d'expérimentation politique. Dans le scénario critique, certaines puissances occidentales, voyant leur influence s'éroder, choisissent la pression économique ou financière. Les flux d'aide se resserrent, les marchés internationaux se ferment. Dans cette hypothèse, Traoré doit arbitrer entre résistance et compromis, entre la défense du principe et la sauvegarde des moyens. Ces 3 scénarios ne sont pas exclusifs. Ils dessinent les lignes de tension d'un futur proche. La clé réside dans un équilibre. Si le Burkina Faso parvient à convertir la fierté nationale en stratégie économique durable, l'incident des drones deviendra le socle d'une souveraineté moderne. Mais si l'isolement s'installe, la victoire symbolique risquera de se retourner en contrainte. Le capitaine en est conscient. Si nous gagnons sans bâtir, nous aurons seulement changé de dépendance, confia-t-il à ses conseillers. La prudence de cette phrase vaut programme. Elle rappelle que la liberté n'est pas un instant héroïque, mais une série de décisions cohérentes. Dans les semaines qui suivirent, le récit de la nuit d'Iki, ici de la nuit du ciel repris, se diffusa dans tous les milieux. Pour les jeunes, Ibrahim Traoré devint un repère de courage mesuré, un exemple d'action pensée plutôt que de révolte brute. Les universités, les radios locales, les associations civiques se mirent à débattre de la notion de souveraineté concrète. Que signifie défendre son ciel à l'échelle d'un citoyen? Certains y virent une leçon d'autonomie intellectuelle, penser par soi-même, produire localement, s'informer sans médiation. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, le ton changea. Les conversations ne portaient plus sur la peur des puissances, mais sur la fierté de ne plus être spectateurs. Des artisans peignirent sur leurs murs des silhouettes de drones barrés d'un trait rouge, symbole discret mais parlant. L'émotion, loin de l'exaltation, prit la forme d'une sérénité collective. Pour les intellectuels africains, l'épisode ouvrit un champ de réflexion plus large. Comment convertir les sursauts de dignité en politique durable? Ibrahim Traoré, sans discours excessif, incarnait cette tension entre humilité et autorité. Il rappelait que le patriotisme ne se mesure pas à la colère, mais à la constance. Ainsi, chaque citoyen, qu'il soit agriculteur, étudiant ou militaire, trouva dans cet événement une part de lui-même. Le ciel redevenait une métaphore commune, celle d'un espace qu'on protège ensemble. Après l'émotion, Ibrahim Traoré mit l'accent sur la continuité. Il présenta au Conseil des ministres une feuille de route en 5 axes, destinée à transformer l'exploit en politique d'État. Le premier axe consiste en la création d'un centre national de défense technologique, réunissant ingénieurs civils et militaires pour développer des radars et des logiciels de détection locaux. Le deuxième axe prévoit la formation de 500 techniciens en 3 ans, répartis dans les universités régionales afin de construire une expertise diffuse. Le troisième axe propose l'adoption d'un protocole de coopération africaine, inspiré du modèle ECOWAS, mais recentré sur la surveillance aérienne souveraine. Le quatrième axe vise la modernisation du réseau de communication interne pour éviter la dépendance satellitaire. Le cinquième axe assure l'intégration progressive de la jeunesse scientifique dans la chaîne de commandement, garantissant la transmission de compétences au sein même de l'armée. Ces mesures furent accompagnées d'un plan de financement hybride, 60% issus de fonds publics nationaux, 40% de partenariats sud-sud. Traoré insistait sur un point. Nous n'achetons pas notre sécurité, nous la construisons. Cette phrase, reprise dans la presse africaine, devint un slogan de souveraineté partagée. En plaçant la technologie au service de l'indépendance, le Burkina Faso fit plus qu'améliorer sa défense. Il posa les bases d'une économie du savoir local. Le capitaine transformait un acte militaire en projet de société, reliant la sécurité du territoire à la dignité intellectuelle du peuple.
Dans la nuit redevenue calme, Ibrahim Traoré resta seul quelques instants et dans la salle de commandement. Les écrans s'éteignaient un à un, ne laissant que la lueur bleue d'un radar immobile. Il pensa à ceux qui, dehors, levaient les yeux, sans savoir qu'ils venaient de reprendre possession du ciel. Ce moment, silencieux, contenait toute la portée du mot souveraineté. Quelques semaines plus tard, dans une cérémonie sobre, il évoqua la phrase prononcée cette nuit-là. « Ils nous ont observés comme des proies. Ils ont oublié que même la proie a des yeux. » Cette ligne, reprise partout en Afrique, devint un refrain. Elle rappelait que la dignité ne se quémande pas, elle se prouve. Ce soir-là, le capitaine ne célébra pas la victoire. Il confirma un engagement, celui d'un pays décidé à ne plus subir le regard des autres. Dans l'histoire du Burkina Faso, cette nuit n'est pas une fin, c'est un commencement. Le récit de cette nuit appartient désormais à tous. Il ne s'agit plus seulement d'un fait militaire, mais d'un signal collectif. Dans chaque foyer burkinabé, l'histoire d'Ibrahim Traoré rappelle que la vigilance n'est pas un réflexe d'État, mais une attitude civique. Défendre le ciel, c'est aussi défendre la vérité, l'éducation, la capacité à penser sans dépendre d'un regard étranger. Pour ceux qui observent depuis l'extérieur, cette expérience invite à revoir les équilibres. Et si la coopération future se construisait sur le respect mutuel plutôt que sur la surveillance? Et si la sécurité du Sahel devenait l'affaire de ceux qui y vivent? Le capitaine n'a jamais réclamé d'admiration, seulement d'attention. Ce qu'il a semé cette nuit-là dépasse les frontières. Une idée simple, que chaque peuple peut, à sa manière, reprendre le contrôle de son horizon. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour protéger le vôtre ?